Merci de nous rejoindre dans le débat. Le Bénin, comme de nombreux pays, est malheureusement confronté à une triste réalité. Le nombre élevé d'accidents de circulation, souvent mortels, nous avons tous en mémoire les récents drames qui ont endeuillé des familles et choqué l'opinion publique au-delà de l'émotion. Mesdames et messieurs, de l'émotion légitime d'ailleurs, il est crucial de comprendre les racines de cette situation. Ce soir, nous ne sommes pas là pour pointer du doigt une organisation ou une institution, mais plutôt pour une prise de conscience collective et une démarche pédagogique avec nos invités. Nous voulons donc examiner ce qui se cache derrière ces chiffres, l'incivisme, la méconnaissance du code de la route, l'excès de vitesse et l'impatience généralisée. L'objectif, ce soir est donc clair, identifier les leviers pour une véritable éducation à la conduite sécurisée. Et pour justement cet exercice, trois invités. Julio Tometti, juriste analyste politique. Bonsoir Julio. Bonsoir Angèle, bonsoir au plateau et aux téléspectateurs de télé. Merci d'être avec nous ce soir. Gracien Makoko, juriste et écrivain. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous rejoindre dans ce débat. Et enfin, Roméo Aïsségué, vous êtes analyste politique. Bonsoir. Bonsoir Madame Angèle, bonsoir aux téléspectateurs de télé. Merci de vous rendre disponible pour aborder donc ce sujet. Alors, Julio Tometti, la première question, elle est pour vous. Comment de votre côté vous analysez l'ampleur des accidents de la circulation au Bénin et quelles en sont selon vous les principales causes structurelles et comportementales? Oui, l'ampleur des accidents de la route, et il faut maintenant commencer par dire les accidents mortels de la route. Et je voudrais rappeler quelques faits ou quelques cas, en fait, ces cas qui ont frappé l'opinion. Le 11 février 2025, à Ifada, dans la commune de Glazoué, une collision entre une moto et un véhicule a coûté la vie à un fonctionnaire de police, sa femme et leurs enfants. Le 5 avril, à Momondi, dans Dassazoumé, un accident, bilan 6 morts. Le 20 avril à Tchaoro, sur l'As Cotonou, au Paracourt, 2 morts. Le 29 mai, à Kakara, dans la commune de Ndali, un accident de la circulation a coûté la vie à 4 personnes, dont 3 enfants. Et dans la même journée, à Sakété, un autre accident de la route a coûté la vie à 6 personnes, dont 3 enfants, donc toute une famille. Je ne voudrais pas rappeler le cas du 20 février qui a impliqué l'ex-feu ministre de l'enseignement secondaire et son garde du corps. Pour montrer, comme vous le dites bien entendu, l'ampleur de ce drame qui chaque jour transforme des rêves en cauchemars, des familles en orphelins et des rêves en larmes d'une manière ou d'une autre. Et ça doit nous interpeller à nous poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que les accidents de la route font partie des réalités de la route. Et donc, il faut travailler donc à les minimiser en s'attaquant aux causes, comme vous l'avez dit. Et pour parler des causes, je vais d'abord a priori 3 éléments. Le premier élément, c'est le réseau routier, la qualité du réseau routier et des aménagements qu'on y fait. Lorsqu'on a un réseau routier, par exemple, vous pouvez avoir un bon réseau routier et les spécialistes de la sécurité routière vous diront, par exemple, une route qui ne parle pas et une route mortifère. On n'entend pas route qui ne parle pas, les routes sur lesquelles il n'y a pas de signalisation. Il y a ensuite l'incivisme des conducteurs ou des usagers de la route. Et pour finir, le manque de vigilance. Parce qu'il faut le séparer, il faut séparer le manque de vigilance de l'incivisme. Et donc, si on met ces 3 éléments-là, on peut, sur cette base-là, aller maintenant à la recherche de solutions pour voir qu'est-ce qui peut être fait pour minimiser en fait les risques d'accidents sur nos routes et pour être, comme vous l'avez dit, pour ne pas être alarmant, les risques d'accidents mortels. Voilà, alors, Gracien Makoko, selon les constats des policiers, très souvent, les facteurs sont excès de vitesse, dépassement dangereux. Donc, il est indexé l'usager de la route essentiellement. Serait-ce
une méconnaissance du code de la route ou simplement de l'incivisme? Je vous remercie d'avoir abordé cette problématique parce que c'est une question très importante de société. Heureusement qu'on ne s'intéresse pas uniquement à la politique, à comment on appelle les marchés, l'économie et tout, puisque les questions d'accidents mortels, comme l'a évoqué M. Julio sur nos routes, c'est une préoccupation majeure. Majeure dans la mesure où, quand on se réfère un peu aux statistiques, vous vous souvenez que le conflit post-électoral en Côte d'Ivoire a fait environ 3000 morts, mais on ne sait pas qu'il y a un rapport de l'OMS qui a fait état de ce que entre 2006 et 2016 au Bénin, il y a environ 3000 morts du fait des accidents de route. Vous voyez, alors que c'est les guerres qu'on voit, on voit les conflits. D'accord? C'est pour dire que ce phénomène est un tueur silencieux et il est important que les autorités politico-administratives puissent vraiment s'y attarder afin que des solutions idoines soient trouvées. Au-delà des causes que vous avez évoquées et dont M. Julio et Tometti a fait également allusion, il y a un élément. Vous prenez par exemple notre pays, la ville la plus développée, c'est où? C'est Cotonou. C'est à Calavi. Mais prenez le tronçon Calavi-Kota jusqu'à l'Étoile Rouge, vous voyez que la route n'est pas éclairée. Et il y a une autre préoccupation ou un autre élément qu'on n'aborde pas souvent, c'est tout le faux qui entoure, comme excuse beaucoup, je n'indexe personne, l'organisation des visites techniques chez nous. Je voudrais vous dire qu'en 2015, oui, c'est vrai. Ben, je peux vous raconter un petit événement. En 2015, dans l'un de ces centres où j'ai été amené en compagnie de quelqu'un, c'est là où j'ai pu vraiment constater ce qu'on appelle de la corruption. Les gens viennent et les véhicules ne sont même pas présents, mais on déclare, tous les papiers sont prêts. C'est vrai, il y a des preuves qu'on va vouloir apporter. C'est vrai également que de moins en moins le phénomène se constate. Mais je voudrais quand même qu'on n'occulte pas cet aspect-là. Il faudrait que, même si les gens font le travail normalement aujourd'hui, on aurait voulu quand même qu'une vigilance soit redoublée afin que les failles que l'on constate, les causes de ces accidents de route-là ne puissent pas être le fait de l'administration qui est appelée à assurer ce contrôle-là. Il faudrait que le contrôle de plus en plus soit efficace. Maintenant, en Afrique, la dimension spirituelle également intervient. On ne peut pas parler d'accident de route en tant qu'Africain et ne pas aborder cet aspect-là. Les spécialistes de la syndic, quand on parle de gestion de route, etc., vous diront que vraiment, il y a telle théorie, il faut bien construire les routes, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais au-delà de ça, il y a également ces questions-là. Et je voudrais quand même que cela ne puisse pas être occulté. J'ai fait référence aux résultats des constats des policiers après la survenance de ces accidents de circulation. On note beaucoup de violations au code de la route. Alors, vous, Roméo Aïssegbe, je vous le disais, l'incivisme est souvent pointé. Quels sont ces comportements les plus préoccupants que vous notez sur nos routes? Merci beaucoup, Madame Angèle. Je voudrais pas, c'est pas de l'émotion, mais j'ai un sentiment profond. C'est s'il était possible d'observer quelques secondes de silence pour ces âmes-là qui sont parties. Je ne le souhaite pas, c'est pas solennel, mais je voudrais partir du fait que on parle d'accident. Et accident, que ce soit celui qu'on peut accuser d'être auteur d'excès de vitesse ou d'un comportement peu orthodoxe sur la voie, n'est-ce pas, dépassement proscrit et tout le reste, c'est de l'imprévu. La manière dont ça survient et la période, quand je prends pour exemple les quelques cas cités par mon frère Julien Tomentin tout à l'heure, Julio Tomentin, je souhaiterais que nous puissions voir la profondeur en ayant à l'esprit la qualité des personnes mises en cause ou bien accidentées, pour voir un peu ce de quoi je voudrais faire allusion. C'est vrai, on peut reconnaître les cas d'excès de vitesse techniquement, parce que c'est ce qui revient à la police, donner et montrer les causes pour pouvoir permettre à l'assurance d'agir, comment et tout le reste, et comprendre aussi le phénomène, comment c'est arrivé. Mais n'oublions pas que la période que vous avez
situé par exemple par rapport au bilan que nous avons là, le Bénin est dans une forme de révolution structurelle en matière des infrastructures routières. Et vous convenez avec moi que quand on va parler tout de suite des réglementations en matière de panneaux de signalisation, en matière de lois et tout le reste, pour une route qui est en chantier depuis plus de 10 ans, parce que le mandat de Dr Boniyahi de 2006 à 2016, c'était pour construire le Bénin, et le mandat de Patrice Talon depuis 2016 jusqu'à nos jours, c'est toujours en cours de construction de nos routes. J'attire notre attention sur le fait que déjà un excès de vitesse est une faute grave. Parce qu'il n'y a pas de route. Les routes sont en construction. On ne peut pas me citer à 100% une destination de A à B au Bénin aujourd'hui qui n'est pas en chantier. Il n'y en a pas. Manque de prudence, en fait. Vous dites? Manque de prudence sur... Voilà, en ces fait, axes. manque de prudence, je dirais, je vais beaucoup plus mettre l'accent sur le fait que c'est un problème de planification. Ça va vous paraître bizarre. Je sais que je veux quitter Akpakpa pour Bégamin. Et quand je regarde la distance dans ma tête, je me dis qu'en 30 minutes, je suis là. Mais lorsque les calculatrices, nos kilométrages et tout ce que nous utilisons pour calculer la vitesse en matière de temps, c'est la qualité de la route qui est mise en cause. C'est à cause de c'est la référence même, c'est la qualité de la route et maintenant la fluidité sur cette route-là. Donc nous sommes, en fait, si on appelle des gens, regardez notre comportement déjà, si on s'appelle entre vous et moi maintenant pour dire, tu es où précisément pour me rejoindre, on dit tu es à combien de minutes de là où je suis. Mais c'est déjà induit la personne qui doit se déplacer en erreur. Parce que nous n'avons pas de routes qui nous permettent de dire avec précision dans combien de minutes je peux être sur un point A en quittant un point C ou D. Alors ça, premièrement, c'est un aspect qu'il ne faut vraiment pas oublier. Et je suis parti du fait que le Bénin est en chantier. Et deuxième chose, le comportement des conducteurs. Monsieur Tometti a toujours fait allusion à quelque chose que je voudrais nous révéler. Quand nous allons tous à l'auto-école pour passer nos examens, tout est nickel. Les panneaux de signalisation, on les connaît. Comment ça se fait, on connaît tout. Nous avons nos livrets de code, même nous faisons la révision tout le temps. Mais qui de vous à moi peut me dire qu'en voulant quitter ici maintenant pour rentrer chez lui, va trouver ce qu'on a dans nos codes, les codes pour lesquels on a obtenu brillamment nos permis, là, on peut retrouver ça sur nos routes. Ça, ça existe quand même. Il y a quelques panneaux de signalisation qui existent. Vous m'excusez beaucoup. Moi, je ne sais pas si vous n'en voyez pas. Ce que je souhaiterais personnellement pour répondre à votre question, c'est que certes, techniquement, les agents de la sécurité routière ont trouvé les causes, mais il faudrait intégrer psychologiquement la sociologie dans laquelle nous nous trouvons, que cette société le Bénin est en chantier et qu'il faudra la prudence et que chacun doit pouvoir être le guetteur de la vie de l'autre qui est dans l'engin à côté, dans la machine à côté, pour comprendre que sur nos routes, il n'y a plus de papier qui parle, mais il y a l'esprit, la vigilance qui devrait pouvoir nous conduire. Puisqu'il s'agit de nos vies, Julio Tometti, est-ce que ce n'est pas plus simple d'être prudent quand on est au volant ou au guidon ou tout ce que vous voulez pour s'éviter des situations confuses? Bien sûr. Un élément défini, je voudrais rappeler deux ou trois faits. Ça va rejoindre un peu M. Makouko ou peut-être le contredire pour dire que l'État, le gouvernement, en fait, est en train, au regard, des causes, d'accord, persistantes, améliorer un peu le mécanisme de sécurité routière. Premièrement, nous avons eu en fait la réforme des visites techniques, comme le disait M. Makouko tout à l'heure. Il s'est passé dans ce Bénin où, comme vous le dites si bien, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Il y a le système, il y a le système informel. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer avant de faire votre visite technique. Aujourd'hui, depuis 2017-2018, ce n'est plus possible. Moi, j'en ai fait l'expérience plusieurs fois. J'en avais vu faire et j'en vois faire aujourd'hui. Il n'est plus possible que vous ayez votre visite technique sans que le véhicule ne se déplace. Il y a un autre chantier.
maintenant sur les lieux, comment ça se fait? Est-ce que les vérifications se font comme ça doit se faire? Ça, c'est autre chantier. Mais déjà, on peut être déjà convaincu que au moins nous, comment dire, nous sommes dans un système beaucoup plus formel. Un autre élément en matière de sécurité routière toujours, c'est qu'on a réformé en fait le mécanisme de délivrance de permis de conduire. Vous savez, la fraude, notamment la fraude qui existait dans le système de délivrance de permis de conduire, où des gens peuvent être coachés, d'accord, n'avoir été jamais dans une auto-école, être coaché par une auto-école ou bien par un moniteur et se voir délivrer son permis de conduire. Donc, ne connaissant pas de code, il sait simplement monter sur un volant, pousser l'embrayage et il peut avoir son permis de conduire. Aujourd'hui, techniquement, ce n'est plus possible. Nous avons vu même pour les 2 dernières années, des gens, pour les cas de fraude, ont été en prison parce que le système a été digitalisé et même malgré ça, il y a eu tentative de fraude lors des examens. Les gens se sont retrouvés devant la criette. Il y a que, comment dire, notre réseau routier est en train d'être transformé. Et dans les cas d'accident, surtout ce que j'ai cité, c'est vrai, en milieu urbain, un accident, tous les accidents se valent, mais en milieu urbain, techniquement, ce ne sont pas des accidents mortels. Les accidents mortels, ce sont sur nos grandes voies. Et on a comme l'impression que lorsqu'on quitte les centres urbains, par exemple, lorsque vous quittez par exemple Calavi, vous rentrez dans ce coup un peu à l'ADA, quand on trouve la voie un peu libre, on n'a plus d'égard pour quoi que ce soit, pour limitation de vitesse. Il y a, par exemple, que en matière de code de la route, vous n'avez pas besoin de panneaux. On connaît ce qu'on appelle agglomération. Quand il dit agglomération, c'est une voie pour laquelle il y a des boutiques, il y a des maisons, de l'autre, de part et d'autre. Donc, à partir de ce moment-là, la vitesse est réglementée. Vous ne pouvez pas dépasser 50 à 60 par exemple. Mais lorsqu'on tourne le boulevard, tout le monde fonce. C'est pourquoi je vais revenir à la question de sensibilisation. Et là, c'est également un comportement. Vous savez, depuis quelque temps, je ne cesse jamais de le dire. Et ça, je dis, nous devons ensemble coproduire la sécurité routière et non travailler à détruire le mécanisme existant. Moi, je n'ai été jamais d'accord quand je vois ces choses. Il y a les radars, par exemple, aujourd'hui dans les centres urbains. Au-delà de la sphère financière, c'est une manière de nous conditionner, d'accord, pour que nous savions qu'on ne peut pas rouler à toutes les vitesses, à tout endroit. Et qu'est-ce que nous, les Béninois, nous faisons? Lorsque la police est à un endroit, il y a des gens qui se permettent, en fait, de partager dans les groupes WhatsApp que le radar est à tel endroit. Radar à tel autre endroit, radar à tel endroit. Qu'est-ce qu'on vous dit pas en ce moment-là, Madame Angèle? C'est pour vous dire, si vous arrivez là, vous pouvez ralentir. Mais après là, vous pouvez en fait continuer votre vitesse. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On contrevient à une opération régulière de la police républicaine. C'est fondamental. Qu'est-ce que nous apprenons en ce moment-là? Qu'est-ce que les effets de sensibilisation peuvent donner en matière de résultats? Le dernier élément sur lequel je voudrais faire tout là, c'est par rapport à la question de vigilance et d'organisation. Pour la plupart des cas, sur nos axes routiers, vous avez vu des chauffeurs suffisamment fatigués, sur des routes exiguës, mal éclairées, et donc ça peut venir très rapidement. Et manque de vigilance, il y a certaines localités, vous le verrez en fait, et ça, je parle en termes de pour tout le monde, non pas seulement pour les usagers de la route. Dans la région d'Assala, vous voyez des bêtes rentrer sur la rue, n'importe comment, qui créent également en fait des... Donc, les causes sont multiples et nous devons travailler quotidiennement à le faire tout là. Je vais évoquer un dernier élément en termes de responsabilité, en termes de responsabilité. Je vois de moins en moins les associations, d'accord, engagées dans la sécurité routière, je les vois de moins en moins sur le terrain autrement que par le passé. Et donc, il faut peut-être que ça revienne. Peut-être, oui, Roméo Aïsségué, il faudrait aussi, pourquoi pas, généraliser peut-être l'apprentissage du code de la route. Ce n'est pas l'exclusivité non plus de ceux-là qui s'en vont prendre le permis. Est-ce que ce n'est pas aussi l'un de nos problèmes sur les routes aujourd'hui? Vous avez touché, je dirais même le nœud, et je pense que ça me rappelle, pour ceux qui sont d'un certain âge, le civisme. Comment traverser la route, par exemple. Pour nous, les citoyens, déjà au primaire, quand on nous expliquait comment traverser la route, je pense que même au niveau aujourd'hui, pour rattraper le train, non seulement revenir sur ce principe-là, mais aussi que vous, surtout, qui êtes
les canaux les plus recommandés aujourd'hui pour éduquer la population, que des plages d'émission soient faites, d'accord, non pas pour ce que nous sommes en train de faire, pour un bilan de ce qui se passe, mais pour éduquer, n'est-ce pas, la population sur un certain nombre de faits. Et je vous rejoindrai carrément en disant que il faut aussi souligner, n'est-ce pas, les cas, c'est-à-dire la loi, jusqu'à quel niveau la loi peut frapper dans un cas d'accident où vous n'avez pas raison. Parce que nous avons l'impression que c'est parce que quand il y a accident, à chaque fois, il y a l'absence, n'est-ce pas, de celui qui a produit bien la mort survient où il n'y a plus, tout le monde n'est plus présent pour discuter d'après. Mais il faut reconnaître que ceux qui sont des acteurs de ces genres de comportements d'incivisme sont emprisonnés et quelquefois même leur bien roulant n'est plus jamais remis en circulation. Mais je m'en voudrais de ne pas aussi parler d'un certain fait qui ne sont pas réellement visibles lorsque la police intervient sur le terrain également. Ce sont les qualités de nos phares. Vous savez, quand vous avez fait l'expérience de conduire la nuit, vous allez comprendre un peu de quoi je parle, surtout quand on sort de l'agglomération où il y a des éclairages qui permettent. Vous savez, celui qui vient en face, du fait que lui, il veut voir clair et voir loin, lance ses phares qui ne sont pas recommandés pour ce genre de circulation, ce genre de route, je vais dire. Et vous qui venez en face, vous ne voyez rien. Même si vous-même, vous avez l'intention de répliquer, en fait, vous le mettez dans les mêmes dangers que vous êtes déjà. C'est-à-dire, vous n'avez plus la vision claire, mais quand vous répliquez, lui aussi n'a plus la vision claire et il peut y avoir collision. Et dans ce cas, lorsque la police intervient pour le constat, il va voir la vitesse à laquelle chacun de vous est et lui va sortir son constat. La police ne pourra pas constater un lancement de phare. Je peux vous dire, pour avoir fait l'expérience de la route de conduire la nuit plusieurs fois d'ici au nord, que ce cas est multiforme. Surtout nos amis qui sont dans les véhicules un peu plus hauts, qui ne craignent pas, nous qui sommes en bas, eux, ils veulent voir la route. Et je veux parler des camions. Et ils lancent, et vous êtes obligé de chercher là où descendre du goudron carrément, et même si vous êtes au point mort, vous avez peur. Parce que vous ne savez pas à quel moment il va même passer sur vous et passer. Et ça, effectivement, au niveau des visites techniques, moi, je peux appeler la conscience. S'il faut faire passer la visite technique la nuit pour vérifier la qualité du phare que la personne... Le phare qui est lancé, ce n'est pas un phare qui est défaillant. Non, en réalité, il y a les phares blanches. C'est le conducteur qui... Non, il y a la qualité de la phare qui a même été mise en évidence. Je crois, en quelques temps au Bénin, ici, il fallait des phares qui ne soient pas trop fluorescents, en fait, des phares jaunes. Parce que ces phares-là, même si c'est lancé, ça ne trouve pas votre vision à vous qui venez d'en face et ça n'empêche pas l'autre de voir clair. Mais les phares blancs, les LED qui sont venus à la mode aujourd'hui, je vous assure, les LED posent beaucoup plus d'accidents. Quand le dernier sort de la visite et remplace le phare. Là, c'est l'incivisme. Et la police peut déjà... Je crois que pour contrôler même le contrôle de routier, les contrôles de routine que la police fait, par exemple, quand on vous arrête la nuit, au-delà de 2h, 3h du matin, on vous dit de faire de vos jeux de phare, même s'ils ne trouvent rien là. Moi, j'en ai été victime plusieurs fois où la police se met devant et dit de tester vos phares. Normalement, dans ce cas, lorsqu'il constate... On avait été l'objet, non victime. Bon, si je dis victime, c'est que la personne cherchait de poids sur l'œuf, forcément. Et il a trouvé que ma phare cette phare-là allait créer d'accidents. Vous voyez? Donc, si on peut généraliser ce cas-là et régler un temps soit peu ça, je peux vous dire que vraiment, ça pourrait nous aider. Mais les gens font recours à ça justement parce que nos routes ne sont pas éclairées. On reviendra au-delà de toutes les insuffisances notées. L'usager de la route reste un acteur majeur, Monsieur Makoko, pour donc prévenir ces accidents de circulation qui deviennent de plus en plus mortels. Oui, tout à fait. Mes co-débatteurs ont insisté là-dessus longuement. Je pense que l'usager de la route a une grande responsabilité dans cette histoire. Il faut de la conscience citoyenne, de la conscience pour sa propre vie. Parce que lorsqu'on ne respecte pas le code de la route, lorsqu'on n'adopte pas un comportement responsable sur la route, c'est parfois sa vie qui est détruite, qui est partie alors qu'on est plein de rêves, plein d'ambitions, etc. Mais je voudrais mettre l'accent sur également la responsabilité de l'État. Parce qu'au regard de tout ce qui a été dit, on voit une double responsabilité
d'une part, celle des usagers de la route, mais également la responsabilité de l'État. Je voudrais mettre l'accent fondamentalement sur la question de l'éclairage public. Quand vous quittez ici, puisque les usagers de la route, ce ne sont pas forcément ceux qui sont en véhicule, il y a également ceux qui sont sur les motos et puis d'autres moyens de déplacement. Quand vous quittez à Kassato ou peut-être Calavi pour aller jusqu'à Alada, la route n'est pas éclairée. Ce sont oui. Sur le tronçon qui mène à Ouida. Il est arrivé que cet axe soit éclairé jusqu'au péage. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont volé la batterie. Bon, ça c'est encore un autre cas. Vous voulez que l'État ingère autant de fois? Oui, tout à fait, parce que alors que l'usager de la route, si tout son système, son moyen roulant, à toutes les exigences requises, il peut rouler prudemment. Je n'exclus pas ce que vous dites, oui, mais je pose un problème factuel. Non, en réalité, le problème que vous posez est un problème réel, très préoccupant, parce que ce sont des cas d'incivisme. Il va falloir peut-être chercher par quels moyens il faut réprimer sévèrement ceux qui s'adonnent à de telles pratiques, mais cela ne nous dédouane pas. Cela ne peut pas occulter le fait que l'État de la responsabilité, même si ces choses ont été volées, c'est vrai, on va chercher à réprimer cela, mais l'État a l'obligation quand même d'assurer l'éclairage de nos voies, de nos différentes routes. Je viens de donner l'exemple Calavi-Alada. Moi, j'ai fait l'expérience à plusieurs reprises, mais vous constatez qu'il n'y a pas de l'éclairage au niveau même de la dépression de la Lama. Au niveau de cette dépression, quand vous venez, vous constatez qu'il n'y a pas du tout de l'éclairage. C'est un exemple. Maintenant, au-delà... L'axe... Ils vont tout prendre. Oui, c'est vrai, mais qu'est-ce qu'on veut? En réalité, puisqu'ils ont tellement insisté sur la responsabilité des usagers, et je voudrais quand même, pas pour faire le contrepoids, mais quand même appeler l'État. C'est vrai, l'État fait beaucoup, il contribue déjà assez, mais c'est quand même à l'État qu'on va se référer lorsqu'il y a des difficultés qui persistent. Voilà un peu l'objectif de mon sur ce sujet, au-delà, peut-être des répressions. Quelles mesures prendre pour encourager une conduite beaucoup plus respectueuse sur les routes? C'est la sensibilisation. C'est la sensibilisation. J'ai lu deux citations il y a quelques semaines et ça m'a beaucoup inspiré. Sur les axes de la route, pour ceux qui travaillent là sur les chantiers, j'ai vu une inscription, il était pressé, il n'est jamais arrivé. Il était pressé, il n'est jamais arrivé. Ah, je dois être à tel endroit, à telle heure. Beaucoup ont dit ça, ils ne sont jamais arrivés à destination, que ça nous travaille. Il y a l'autre chose, derrière un camion, vous avez vu, beaucoup se sont retrouvés à la morgue parce qu'ils pensaient aussi qu'ils pouvaient très vite passer, c'est-à-dire les dépassements dangereux. Tous ceux qui se sont retrouvés à la morgue pensaient qu'ils pouvaient vite passer. Et ça, c'est soldé par le drame. En fait, c'est pourquoi je disais il faut que nous insistons. Il y a des tournants. C'est tellement dangereux. Il faut que nous insistons sur la sensibilisation. C'est pourquoi je notais tantôt que nous avions beaucoup d'organisations, en fait, ONG ou autres, dans la sécurité routière. Je ne sais pas pour qui accompagne le Centre national de sécurité routière, mais depuis quelques années, on n'en trouve plus. Toutes les associations sont peut-être pour les femmes, les enfants et peut-être politiques. Mais sur ces questions-là, véritablement, on n'en trouve pas. Je veux aussi, pour finir, appeler à la responsabilité des associations de transporteurs. Parce que ça doit être en fait les moteurs de sensibilisation, ou bien les moteurs de véhicules, des moteurs de véhicules de bon comportement en route. Je pense que en fait, ceux qui ont les gros bus, Baobab et autres, ils doivent avoir leurs associations, ils doivent avoir leurs chauffeurs. Il faut davantage accentuer sur la formation, sur la sensibilisation. Les camions gros porteurs, ils ont leurs organisations. Qu'est-ce qu'ils font en fait dans l'éducation en fait routière de leurs chauffeurs ou autres? Je pense que il faut aussi explorer ces axes-là en coordination, bien entendu. Je ne sais pas, aujourd'hui, il faut le dire aussi, la CNSS, on le voit de moins en moins. Voilà, le Centre national de sécurité routière. Il ne sera pas non plus sur tous les carrefours. On le voit de moins en moins. Nous souhaiterions on le voit plus maintenant, le voir pour garantir la sécurité davantage. des candidats. Voilà, non, ce n'est pas c'est pas, oui, bien entendu. Cela ne vous a pas loupé, donc on le voit de plus en plus. Au moins pour sécuriser là, c'est factuel. Je voulais finir pour dire, par rapport à l'éclairage. L'État a la responsabilité d'éclairer les voies. D'accord? Et quand les matériaux sont détruits, ils ont la responsabilité de les réinstaller, de les rechanger autant de fois qu'il soit nécessaire, quitte
à trouver les mécanismes de sécurisation ou de poursuite de ceux qui, en fait, détruisent en fait, ces ouvrages publics-là. Mais il faut que nos routes soient éclairées. Je disais au-delà de la répression. Bien sûr, je dirais en plus de tout ce que mon frère Julio a dit, que nous avons une conscience à interpeller à chacun de nous. Par exemple, moi, je prends mon cas. Lorsque moi, je veux sortir et que, en sortant le véhicule déjà, le système de freinage n'a pas pris comme je veux, je gare et je prends taxi. Déjà, mon système de freinage. Et quand j'appelle mon mécanicien qui me dit non, et Fofo, quand tu appuies, ça prend un peu, non, essaye d'y aller au retour. Je dis non, j'y vais avec ma famille, mon frère. Et déjà, d'autres personnes vont sortir aussi. Donc, je gare et je fais. Si tout le monde peut déjà commencer par contrôler ces B.A.B.A. parce que, vous savez, la plupart du cas, il y a moins d'un mois, j'ai assisté à un accident. Ce n'était pas le cas d'excès de vitesse du tout. C'était à Conville, là, Carrefour à Conville, devant les policiers. Le monsieur s'arrêtait déjà parce que le policier a fait la main pour arrêter la circulation. Mais le camion qui est derrière, qui tentait de freiner parce qu'il a vu la main du policier, n'a pas trouvé de frein. Et pour ne pas aller créer plus de dégâts devant, il a préféré écraser celui qui est sur sa moto qui avait déjà obéi au policier. Et le monsieur est mort comme ça. Parce qu'il cherchait à se cogner contre les bétons qu'on a mis devant la baraque des policiers qui reste là, parce qu'il se dit qu'il va pouvoir quand même cogner là et s'arrêter. C'est ce qu'il a fait. Mais entre-temps, il a écrasé le monsieur qui obéissait déjà à la main du policier. Donc, vérifions l'état de nos engins avant de les mettre sur la route, en nous disant que déjà, vraiment, c'est pas bien. Je veux dire, l'État fait ce qu'il doit faire. Je reconnais. On peut tout mettre sur le dos de l'État. Aujourd'hui, les TVM, les contrôles de visite technique à assurance, tout ça rentre dans la sécurité routière. Parce qu'en réalité, lorsque on te poursuit pour ces genres de choses et que tu dois aller faire la visite technique, c'est qu'on te pousse à faire la révision de ton moteur et tout le reste, avoir tout ce qu'il faut à bord. Mais même si, malgré tout ça, l'humain trouve l'ingénieuse idée de contourner le système, il faut qu'il pense un peu à ce que lorsque l'accident surviendrait et qu'il ne sortirait pas vivant, son engin ne sera plus jamais en circulation et peut-être ses enfants vont récupérer l'engin. Et c'est ça là, c'est en fonction de ce que le constat aurait dit. Donc il faut vraiment que chacun de nous comprenne que nous avons la vie, surtout quand nous sommes sur un engin, nous avons la responsabilité de la vie de notre prochain qui est derrière nous et qui est devant nous. Et que en voyant les infrastructures qui sont nouvellement inaugurées et tout ça là, qu'on ne se dise pas que c'est le moment de taper 120, 220 à l'heure pour voir si son moteur est encore en vie ou pas. En réalité, ces routes sont faites pour éviter, n'est-ce pas, que nos véhicules soient plus vite amortis. Et donc, ça ne nous donne pas le plein droit de mettre à fond nos gaz et d'éliminer ceux qui sont en train de cotiser pour acheter aussi 2 roues, 3 roues pour conduire sur ces voies-là. J'en interpelle chacun de nous, que Dieu nous aide aussi. Parce que le spirituel, comme l'a dit mon ami, n'est pas à ignorer. Il faut prier pour ne pas être devant ou derrière quelqu'un qui n'a pas de conscience, quelqu'un qui est sorti pour voir couler du sang sur la route et tout le reste, que nous ne soyons pas leurs victimes. Oui, pardon. Gracia Makoko, Robert Essegbe a mis l'accent quand même sur un élément important. Le check déjà individuel depuis chez nous et cesser d'être pressé pourrait quand même nous sauver la vie. Je fais mienne toutes les observations qui ont été effectuées par mes deux co-débatteurs et la dimension spirituelle, moi j'y mets un accent particulier, non pas que le Bénin est un État théocratique, mais nous sommes en Afrique, il y a une réalité qui est là, probante devant nous tous, et je voudrais demander à chacun, quand les chrétiens n'ont qu'à prier, parce que c'est vrai, quelqu'un peut respecter le code de la route peut être bonne, la route peut être éclairée, mais au-delà de ça, il y a des cas d'accident, il y a plusieurs personnes qui ont perdu la vie comme ça, et ce n'est pas forcément lié à cette histoire. Maintenant, au-delà de ça, il ne faut pas s'accrocher à la dimension spirituelle et se prendre la tête. Il faut savoir qu'en tant que citoyen, nous avons une responsabilité. La responsabilité, ça implique tout ce qui a été déjà proposé pour que d'ici à là, on puisse faire un bilan positif, à savoir moins de cas d'accident sur nos routes. Merci. Merci à vous, Gracia Makoko. Je pense à nos fameux contre-accidents, la dimension spirituelle.
Bon, il y tient. On se dit qu'on a ça et on peut tout se permettre sur la route. Non, non, pas du tout. Non, je ne dis pas ça. Ça peut être la prière, ça peut être la prière. De toutes les manières, des choses qui dépassent nos forces, il faut vraiment impliquer Dieu. Merci Quel que soit son nom. vous, Mathieu Gratien Makoko, vous êtes juriste et écrivain au Romain Waesege, vous êtes analyste politique. Et vous, Julio Tometti, juriste et analyste politique. Mesdames et messieurs, les accidents de circulation, l'incivisme fait partie essentiellement des causes, sans oublier d'autres facteurs que sont les dépassements dangereux de nuit ou dans des tournants, des stationnements inappropriés. Nous sommes tous responsables sur la route, nous qui connaissons le code et même ceux qui ne le connaissent pas. Plus nous sécurisons donc les autres qui sont sur la route. Prenons soin de nous afin de réduire ces situations qui embrasent plusieurs familles. C'était donc notre contribution à ce sujet. Merci donc de nous avoir suivis. Toutes nos productions restent disponibles sur nos plateformes numérique, notre chaîne YouTube E-Télé Bénin et sur notre application E-Télé Bénin, E-Télé avec vous, pour vous. Très belle soirée.